C'était entre 1931 et 1933. La mission ethnographique Dakar-Djibouti rapportait en France 3000 objets, des manuscrits, des amulettes ou encore des photographies et des enregistrements sonores. Cette exposition de type colonial consistait en grande partie à spolier les peuples africains rencontrés de certains de leurs biens culturels. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, le musée du Quai Branly à Paris réexamine l'histoire de cette mission en associant universités et musées africains. C'est le grand angle de ce journal. Avec nous pour en parler, Gaël Beaujean et Éric Joly. Bonsoir à tous les deux. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Vous êtes commissaire de cette exposition qui se tient au Quai Branly, mission Dakar-Djibouti 1931-1933. Les contre-enquêtes, TV5 Monde est partenaire. 2 commissaires, 11 commissaires au total, 15 pays africains concernés. Avec nous également Pascal Bourgault du service culture de TV5 Monde. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous étiez il y a quelques heures au musée du Quai Branly avec Guillaume Gouet pour les images que nous allons voir. Alors pour commencer, qu'on comprenne bien le sujet du jour, Éric Joly, qu'est-ce donc que cette mission ethnographique qui a eu lieu donc il y a quasiment un siècle? Quel en était le but? Alors oui, je rectifie peut-être un terme, c'est effectivement pas une mission coloniale, c'est une mission ethnographique en contexte colonial. De type colonial, bon, c'est une mission qui avait pour plusieurs objectifs. D'une part, rapporter énormément d'objets au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui était un des éléments phares de l'ethnologie française à cette époque, mais aussi expérimenter, valider sur le terrain toutes les méthodes qui étaient enseignées à l'époque à l'Institut d'ethnologie de Paris, qui venait d'être créé quelques années auparavant, fin 1925. Donc c'est pour cette raison que cette mission est emblématique, c'est que c'est la première grande mission ethnographique française à destination de l'Afrique, et une mission collective, très nombreuse, avec en plus une spécificité qui n'existera plus par la suite, avec un financement du Parlement. C'est la première et la seule mission ethnographique française. Avec à sa tête, qui donc ? Avec à sa tête Marcel Griaule, qui était un élève de l'Institut d'ethnologie et qui avait déjà fait une petite mission, une mission en Afrique, en Éthiopie, quelques années auparavant. Alors pour que ça devienne très concret pour les téléspectateurs qui nous regardent, parmi ces objets qui ont été ramenés, il y a le boli. C'est sans doute le plus célèbre. Ça a d'ailleurs inspiré Abderrahmane Sissako, qui en a fait un opéra, vous vous en souvenez sûrement, au Théâtre du Châtelet, qui s'appelait Le vol du boli. Alors, il se fait que le boli que vous voyez à l'image, eh bien, c'est un objet ultra sacré au Mali. Et les ethnologues sont entrés dans le sanctuaire et ont volé l'objet en présence des ministres du culte de ce sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire? Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui se passe, alors ça dure 2 jours, le 6 et le 7 septembre. Les membres de la mission vont visiter 3 sanctuaires de la Société d'initiation masculine du Kono, qui est réservé donc strictement aux initiés, que ce soit le sanctuaire ou l'initiation. Et malgré les réticences apparentes, et Michel Léris le décrit dans le livre qu'il va publier, son journal qu'il va publier en 1934, donc ils sont en présence des responsables du culte et ils vont, alors nous les termes que nous avons choisis sont réquisitionnés malgré le refus du chef de culte. C'est-à-dire qu'on distingue, on parle de vol aussi, mais pour d'autres objets. Mais dans ce cas-là, les responsables, les propriétaires, si on veut, sont présents. Mais malgré leur réticence, on soustrait, on vient prendre l'objet. Qu'est-ce qui fait que scientifiquement vous disiez que c'est un vol ou que c'est un... Le vol, c'est à l'insu des personnes qui en ont la responsabilité. Alors ça peut être une personne, ça peut être aussi un village. Ouais. Donc cet épisode est relaté par Léris en toute sincérité, et avec aussi des remords. Et donc là l'objet de la contre-enquête... On le voit d'ailleurs, il est dans votre exposition, forcément, oui. Accompagné des autres objets qui ont été subtilisés ce jour-là. Ce jour-là et la veille, puisqu'il visite 3 sanctuaires. Et donc la contre-enquête, puisque l'idée c'est... On a une enquête ethnographique, donc nous on revisite les angles morts ou les moments qui ne sont pas forcément totalement décrits. Donc les commissaires maliens
historiens sont retournés dans les localités en question pour aussi savoir s'il y avait une mémoire de cette disparition. Et c'est le cas. On a des audiovisuels dans l'exposition qui vont permettre de connaître les réactions aussi des descendants. Et c'est ça la richesse de votre démarche, évidemment. C'est que dans chaque pays, il y a aujourd'hui, on voit les images aujourd'hui, il y a une contre-enquête. C'est-à-dire on va interviewer, on va interroger les sages, les responsables du culte, les chefs de village. En associant les musées aussi. Voilà, qui ont la mémoire de ce qui s'est passé, parce que ça s'est transmis quand même en 1931, c'est pas si loin que ça. Et donc, Pascal, il y a aussi cette très belle initiative que vous allez nous raconter. 2 pêcheurs sénégalais qui ont fait le voyage à Paris. Racontez-nous. Alors, regardez, ça, c'est le moment vraiment extrêmement émouvant. 2 pêcheurs sénégalais ont fait le voyage au Quai Branly pour réinstaller cette barque. Donc, cette barque, c'est un des objets de l'exposition. Elle date de 1931. Mais évidemment, le savoir a été perdu. Il fallait vraiment qu'ils viennent sur place pour réinstaller le mât, les nœuds, etc. Et par ailleurs, ils ont reconstitué une voile semblable à l'identique de celle de 31, parce que celle qui était d'origine était beaucoup trop abîmée. Et donc, ils ont choisi des tissus, ils ont coloré, ils ont cousu avec une association de jeunes de Montreuil qui ont fait le voyage jusqu'au Sénégal. Et donc, ensemble, il y a là un partage de savoir magnifique. Ils étaient très émus et on les a interrogés. Regardez. Le fait de voir cela, ce sont nos traditions. Nos ancêtres utilisaient la pirogue à voile. À l'époque, il n'y avait pas de moteur. Donc cela réveille des souvenirs d'enfance et de tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. Alors là, il n'y a pas tellement de discussion. C'est-à-dire que cette barque, ce sont des très belles images qu'on va voir avec le mât monté. Là, la barque a été achetée. Alors cette pirogue a effectivement été achetée à Kossassar, qui est désigné comme chef des pêcheurs. Mais la contre-enquête justement menée par l'association alternative a été plutôt, alors là aussi dans certains silences, à savoir qui était la personne intermédiaire pour présenter la mission aux pêcheurs et notamment aux propriétaires de cette pirogue. Et ils ont identifié un monsieur Gay qui qui avait été nommé par l'administration française comme un chef de quartier, qui a été le relais. Et donc la question est de savoir si l'achat finalement n'a pas été, par la pression coloniale qui était présente, un achat forcé. Auquel cas il faudrait rendre la barque. Parce que c'est ça le cœur du débat, c'est comment l'objet est arrivé au Quai Branly. Est-ce qu'il a été volé? Est-ce qu'il a été réquisitionné? Est-ce qu'il a été acheté forcé? Et donc c'est ça, le résultat de la contre-enquête, c'est est-ce que la barque va rester au Quai Branly? Est-ce que tous ces objets ont droit d'y rester? En fait, c'est ça. Ou en tout cas, quelle est la démarche de cette contre-enquête? Là, je crois que dans le cas de la barque, c'était surtout en fait retrouver des savoirs oubliés plus que sur la provenance, qui en fait faisaient peu de doutes, ou côté sénégalais qui n'a pas posé énormément de questions. C'était plutôt une démarche sur les savoirs perdus, puisqu'il n'y a plus de barque à voile, de pirogue à voile, pardon. Aujourd'hui 350 objets au total, c'est l'un des 350. Donc pour la mémoire, dites-vous, alors vous avez co-dirigé, Éric Joly, le catalogue de cette belle exposition. Je reviens juste sur la question, quelle est la vocation selon vous? Alors, ça s'adresse évidemment au plus grand nombre. On imagine que beaucoup de scolaires vont venir la visiter. Et il y a un rôle de transmission éminent, vous venez de le dire, de savoir, de culture. Mais au-delà de ça, avec tout le débat qu'il y a sur ce qu'évoquait Pascal Brou, la question de la restitution des biens, on a parlé du Bénin, du royaume du Dahomey, la question du tambour parleur aussi en Côte d'Ivoire. Comment elle s'inscrit, comment avez-vous procédé pour qu'elle s'inscrive aussi dans ce contexte-là? Alors, à tous les deux. Alors, en fait, on a fait ce qu'on appelle les études de provenance, qui ont une discipline finalement assez récente dans les musées. Et donc, pour chacun des objets, nous avons partagé les documents, les archives, puisqu'il y a 15 000 fiches d'enquête, un agenda, il y a l'Afrique fantôme, évidemment. Et donc, pour chacun des objets, avec les commissaires associés africains, nous avons essayé de déterminer les modalités d'acquisition de chacun de ces objets. Et en fait, on a des cas très variés et une partie, évidemment,
pour lesquels nous ne savons pas nous ne connaissons pas les modalités. Justement, un exemple de modalité très floue d'acquisition, c'est les poteaux du Bénin qu'on va voir à l'image. Alors, le poteau de droite, si j'ai bien compris, a été donné par les Français au roi de Kétou. En revanche, le poteau... Ah, c'est l'inverse. Bon, alors le poteau de gauche, ça dépend comment on regarde. Non, le poteau de Kétou aurait été donné aux Français. Voilà, et le poteau à gauche appartient au roi du Save, mais là on ne sait pas très bien puisqu'il y a un flou. Expliquez-nous ce flou. Alors, le poteau de Savé qui était sur la gauche de l'image, d'après nos contre-enquêtes justement, enfin sur place dans la ville de Savé, aurait été pris par la force car le palais a été détruit dans les 2 années qui ont suivi. Donc c'est la version et la vision qu'on a le roi de Savé actuel. Le second, donc le poteau de Kétou, d'après le roi actuel, aurait été donné à la mission. Alors, ce poteau qui soutenait en fait le toit de la véranda du Palais Royal avait été déposé, c'est-à-dire enlevé quelques années plus tôt, donc pour reconstruire le palais. Donc ces poteaux, puisqu'il y en a plusieurs, avaient été mis de côté. Donc on a deux versions différentes et évidemment, nos fiches d'inventaire sont silencieuses dans un cas comme dans l'autre. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les musées? Alors, combien de musées africains présents? Il y a le Mali notamment, me disait Pascal, le Bénin est présent, la Côte d'Ivoire? Alors, pas la Côte d'Ivoire? Non. Pour les musées, alors en fait, on a des chercheurs et des conservateurs ou directeurs de musées. Donc, on a une chargée de recherche, Mme Thiao, qui est chargée de recherche au musée des civilisations noires de Dakar. D'accord. Daouda Keïta, qui est le directeur du Musée national du Mali. Salia Malé, qui a travaillé, qui est l'un des co-directeurs de la publication, qui est l'ancien directeur adjoint du Musée national du Mali et qui est directeur de recherche. Pour le Bénin, c'est plutôt un universitaire, un professeur d'histoire de l'art à l'université d'Abomey-Calavi, donc Didier Rouenoudé. Au Cameroun, le directeur du Musée national du Mali, de Yaoundé, du Cameroun, Hugues Men. Et enfin, un universitaire pour l'Éthiopie, Sisai Saïlé Beyene, qui est professeur d'histoire à l'université de Gondar. Alors, tant qu'on nomme les participants, nommons aussi la seule femme qui a fait partie de l'expédition en 1931. Elle s'appelle Deborah Livschnit. C'est la seule femme, c'est la première ethnographe d'ailleurs, qui accompagne la mission et qui est spécialiste de l'Éthiopie. Et donc, elle est associée à cette mission parce qu'elle sait traduire les manuscrits. Et là également, elle participe à cette opération d'acquisition qui, là, apparemment, c'est un achat, mais c'est en cours d'étude. Dans les manuscrits que vous voyez à l'image, c'est elle qui a négocié avec les communautés locales, notamment les femmes, l'acquisition de ces manuscrits. Enfin, les manuscrits étaient souvent... il y avait 2 types de manuscrits, en fait. C'était des manuscrits anciens ou des manuscrits recopiés ou encore des manuscrits qui étaient en fait des enquêtes demandées par Deborah Lifshitz sur tel ou tel sujet, sur les recensements d'objets dans les maisons, etc. Et effectivement, c'était elle qui s'occupait en fait de l'achat, de la traduction aussi en fait de ces manuscrits, puisqu'elle avait appris l'amharique en France. C'est notamment une collègue qui est aussi directrice de la publication, Marianne Lemaire, qui a beaucoup travaillé sur Deborah Lifshitz, justement parce que elle est aussi emblématique des débuts de l'ethnologie française. C'est la première femme, mais en fait, contrairement à beaucoup d'autres disciplines, pour une discipline naissante, il y a eu ensuite beaucoup de femmes qui sont parties en mission par la suite, y compris lors des missions. Elle a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Gaël Beaujean, Éric Joly, merci Pascal. Merci à vous. Mission Dakar-Djibouti, 1931-1933, les contre-enquêtes, c'est jusqu'au, la date, si on veut, de passage à Paris. 14 septembre, et ça ouvre le 15 avril. 15 avril jusqu'à septembre. On a donc le temps, si vous êtes de passage à Paris. N'hésitez pas, belle exposition à voir et riche d'enseignements.